Il y a 500 jours, le monde entier découvrait médusé, un coup d'état en Birmanie au travers d'une session d'aérobic à Naypyidaw, la capitale. Alors pourquoi ce coup d'état a-t-il eu lieu et quel bilan peut-on dresser un an après ? La Birmanie, qu'on appelle aussi le Myanmar, était coupée du monde jusqu'en 92 lorsqu'elle décida de s'ouvrir aux marchés internationaux. Cette année-là, la pétrolière Total et le groupe états-unien Unocal se sont implantés en Birmanie pour exploiter les ressources d'hydrocarbures. Ils eurent recours au travail forcé pour construire leurs pipelines avec le soutien de la junte militaire au pouvoir. L'activité pétrolière dégageait des revenus suffisants pour que les redevances payées à l'État lui permettent de blanchir les capitaux issus du trafic d'opium et de pierres précieuses. Plus tard, en 2003, pour gagner en crédibilité et accessoirement blanchir plus efficacement son argent, la junte entama un processus de démocratisation. En 2015, The Economist a désigné la Birmanie pays de l'année. La Birmanie avait organisé ses premières élections libres, remportées par celle que l'on appelle la Dame de Rangoon, Aung San Suu Kyi, lauréate, prix Nobel de la paix. En parallèle, les forces armées birmanes, le Tatmadaw, commettaient leurs premiers actes génocidaires contre les Rohingyas. Un génocide sinon soutenu, tout du moins ignoré par Aung San Suu Kyi, du moins dans un premier temps, mais qui garde le silence consent. On aurait pu croire que la Dame de Rangoon compterait sur le soutien du Tatmadaw, étant donné qu'elle avait pris leur défense face à la communauté internationale concernant les accusations de génocide. Mais ça n'empêcha pas le Tatmadaw de perpétrer un coup d'état et de la mettre aux arrêts. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé en Birmanie il y a 500 jours et où en est-on aujourd'hui ? La plus longue guerre civile de l'histoire. La Birmanie va à contre-courant des autres pays de la région. Alors que le Vietnam, l'Indonésie et la Thaïlande se sont développés à des vitesses fulgurantes, la Birmanie a fait le chemin inverse. Et pourtant, elle avait la réputation d'être la perle du sud-est asiatique jusqu'au milieu du XXe siècle. La colonie britannique la plus riche de la région. Elle avait tout pour plaire. Mines de rubis, de jade, du pétrole et du gaz. Mais c'est à leur indépendance que leur horizon s'est obscurci. Le pays recense 135 groupes ethniques, ce qui n'est pas sans poser problème. Dès l'obtention de son indépendance en 1948, le tout nouveau gouvernement birman dut faire face à la création de pas moins de 15 mouvements guérilleros. Ça va faire maintenant 74 ans que le pays est en guerre civile. On voit à l'écran les zones contrôlées par les différents groupes guérilleros birmans. Des zones dont l'accès est restreint aux touristes comme aux Birmans. Le conflit est latent dans certains cas, mais le danger demeure. En fait, c'est dans ces régions que se concentre la production de presque tout l'opium et de méthamphétamine consommée dans le monde. Le narcotrafic a tendance à accentuer les risques sécuritaires. Et le pays n'est pas mieux loti en ce qui concerne sa gouvernance. En fait, durant les premières années qui ont suivi l'indépendance de la Birmanie, la transition démocratique a été plutôt paisible. Mais ça s'est gâté en 62 avec le coup d'état du général Ne Win. Le pays s'est alors reclus sur lui-même. Contrairement à la Thaïlande qui accueillait des IDE et des usines de production automobile et de composants électroniques, la junte militaire birmane s'est volontairement isolée durant des décennies. Ils ont même décidé d'un nouveau nom pour le pays, le Myanmar. Aujourd'hui, le choix de l'appeler Myanmar ou Birmanie relève davantage d'un positionnement politique que d'un choix sémantique. Pour faire simple, si vous parlez de Myanmar, vous soutenez l'initiative de la junte. Le choix de la Birmanie est plus neutre. Sauf qu'en anglais, le Myanmar s'est démocratisé au détriment de Burma. Alors, cette junte, quelle était son idéologie ? Elle est à mi-chemin entre l'autoritarisme propre au régime militaire et la superstition. Le chiffre préféré du général Ne Win, c'était le 9. Il le tenait de son astrologue. Du jour au lendemain, tous les billets de banque dont la valeur n'était pas divisible par 9 furent interdits. La junte les remplacèrent par des billets de 45 et de 90 kyats. Dans un pays faiblement développé comme la Birmanie, ce fut une catastrophe pour beaucoup de Birmans, étant donné le faible taux de bancarisation à l'époque. Les paysans préféraient conserver leurs économies à leur domicile. Sauf qu'aucune conversion entre les anciens et les nouveaux billets n'était possible. Toutes ces économies en liquide furent alors perdues. Pareil pour la capitale, Naypyidaw, une ville dont la construction a débuté il y a tout juste 20 ans. Des autoroutes qui traversent toute la ville avec pas moins de 5 voies, pas d'embouteillage. Et pour cause, c'est une ville fantôme. Et qu'est-ce qui explique le choix de bâtir une nouvelle capitale au milieu de nulle part ? L'alignement des étoiles, littéralement. Alors le cas birman n'est pas exceptionnel. La Corée du Sud a eu plusieurs années durant une présidente qui avait laissé les rênes du pays à sa cartomancienne. Bref, évidemment, cet environnement n'est pas exactement idéal pour les affaires. Et le coût colossal de ces mesures n'ont rien arrangé. L'économie birmane a donc connu un décollage très tardif en comparaison de ses voisins chinois et thaïlandais dont les classes moyennes sont déjà bien établies. La Birmanie est toujours pauvre malgré ses importantes ressources naturelles. Évidemment, les Birmans n'étaient pas fans de ce régime lunatique. Ce qui nous mène à une icône nationale, Aung San Suu Kyi. Fille de l'un des pères de l'indépendance birmane, elle s'est exilée après le coup d'état de 62 mais revint en 88 pour incarner le rêve démocratique de millions de Birmans. En
90, des élections libres prirent place et la junte n'obtint que 10 sièges sur 492. Ils firent donc annuler les résultats et placèrent la dame de Rangoon en résidence surveillée. Une peine qui dura 15 ans, durant laquelle elle reçut le prix Nobel de la paix et le prix Sakharov pour les droits de l'homme. Elle ne put même pas dire au revoir à son mari britannique atteint d'un cancer avant son décès, car elle craignait de ne plus être autorisée à retourner en Birmanie. Or, contrairement au Venezuela et à la Corée du Nord qui peuvent compter sur quelques alliés, la junte birmane était très isolée sur la scène internationale. Du coup, quand la Birmanie décida de libéraliser son économie et de s'ouvrir aux marchés internationaux en 92, voilà quelle fut la réponse de la communauté internationale. No. C'est pour cette raison qu'à partir de 2003, après une décennie d'activité pétrolière de Total et d'Unocal, la junte lança le plan de route pour la démocratie. L'objectif, adoucir le ton et bénéficier de la clémence de la communauté internationale pour pouvoir ainsi blanchir l'argent issu de la rente pétrolière. Une initiative qui aurait pu profiter à la société civile, mais les belles paroles ne valent rien si elles ne sont pas suivies d'effets. La grande désillusion. En 2015, la Birmanie organisa des élections libres, les premières depuis la mise en marche du plan de route pour la démocratie. Les dernières avaient eu lieu en 90. La Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, remporta 86% des sièges. La dirigeante ne put devenir présidente, la junte craignant qu'elle ne devienne trop puissante. Ce fut Tin Chow de la LND qui assuma la fonction l'année suivante, succédé peu de temps après par Win Myint. En fait, la junte avait amendé la constitution pour empêcher toute personne ayant épousé un étranger d'assumer la présidence. Une règle absurde, mais comme elle est inscrite dans la constitution, difficile de faire autrement. Aung San Suu Kyi finira quand même par devenir de facto la chef du gouvernement. Quoi qu'il en soit, la transformation économique de la Birmanie est bel et bien entamée. Les IDE sont encouragés par les autorités. Le PIB birman avait déjà doublé dans la décennie précédant l'arrivée du pouvoir d'Aung San Suu Kyi. Les grandes entreprises du textile y installèrent leurs premières usines, H&M, Inditex, Primark, et pas que des entreprises occidentales d'ailleurs. Le collier de perles, un ensemble de ports qui permet à la Chine de mailler l'océan Indien. Elle tisse sa toile dans la région. La Chine obtint l'exploitation de plusieurs ports au Bangladesh et au Sri Lanka, mais leur proximité avec l'Inde la poussa à envisager d'autres solutions. Or, la Chine partage une frontière avec la Birmanie. La Chine et Myanmar conviennent d'accélérer la construction d'un port clé de la nouvelle route de la soie. Le port en eau profonde de Chaopiu est ainsi devenu la porte d'accès de la Chine sur l'océan Indien. Un port doublé d'une pipeline terrestre alimentant la Chine en gaz naturel et en pétrole et peut-être un jour d'un réseau ferroviaire pour l'acheminement de marchandises. Des pipelines qui traversent des zones frontalières rebelles et qui s'exposent donc à des attaques ciblées récurrentes. Mais l'Inde aussi s'intéresse à la Birmanie, celle-ci étant une passerelle logique vers le marché sud-est asiatique. Le potentiel de développement du pays est évident, ce qui constitue le réel frein aux IDE mais aussi à la croissance interne, c'est la mainmise du Tatmadaw sur la vie politique et économique. D'une part, la loi dispose qu'il leur est réservé au moins 25% des sièges au Parlement. Impossible dans ce cas-là de voter des lois sans leur soutien. L'autre complication, la plus tragique, ce sont les atteintes récurrentes aux droits de l'homme, notamment les massacres perpétrés contre les Rohingyas depuis 2017. Birmanie, 40 villages Rohingyas brûlés. En fait, le pays ne reconnaît pas officiellement les Rohingyas parmi ses 135 groupes ethniques, ce qui signifie que la citoyenneté leur est refusée, tout comme l'accès aux services les plus élémentaires. Un traitement indigne qui s'est malheureusement agrémenté d'une politique d'extermination. Le général à la manœuvre du dernier coup d'état en date, Min Aung Hlaing, est celui qui a initié ce génocide. Il s'y est pris grâce à une campagne de haine organisée sur Facebook et qui a abouti au soutien du génocide par la population birmane. Depuis, plus de 25 000 Rohingyas ont été tués par l'armée. On compte aussi plus d'1 million de déplacés, dont 750 000 ont fui vers les pays voisins. Heureusement, la dame de Rangoon, lauréate du prix Nobel de la paix, est immédiatement intervenue pour apporter son soutien à la junte. Alors, il ne s'agit pas de la disculper, mais il est hautement probable que l'armée ait saboté toutes les tentatives de médiation pour démontrer son incompétence. Mais tout compte fait, pression de l'armée ou pas, son silence initial, suivi par sa prise de position en faveur de la junte et au détriment des Rohingyas, a définitivement terni son prestige. Il faut dire que les louanges de la communauté internationale sont secondaires face à la popularité dont elle jouit en Birmanie. Aung San Suu Kyi a donc priorisé la satisfaction de son électorat, étant donné que les Birmans n'aiment pas les Rohingyas et ne sont pas contre leur exil forcé au Bangladesh. Après, c'est très probable que des campagnes de désinformation maintiennent les Birmans dans l'ignorance au sujet des exactions commises par la junte. Les élections au Myanmar offrent encore une victoire décisive à Aung San Suu Kyi. C'était en 2020. Le parti d'Aung San Suu Kyi, la Ligue nationale pour la démocratie, obtint 82% des sièges. Un second raz-de-marée pour la dame de Rangoon après celui de 2015.
Le putsch qui tua le rêve démocratique birman. Le commandant en chef de l'armée birmane, Min Aung Hlaing, a 65 ans. C'est l'âge auquel les militaires birmans sont obligés de prendre leur retraite. Une retraite qu'ils n'étaient pas pressés de prendre. En plus, les militaires, soutenus par le clergé bouddhiste, craignaient qu'Aung San Suu Kyi amende la constitution pour les écarter du pouvoir. 3 mois plus tard, début 2021, la junte déclara que les élections étaient frauduleuses, sans aucune preuve, et reprit le pouvoir. Mais cette fois-ci, la réaction de la rue prit la junte par surprise. Coup d'État au Myanmar. Les manifestants défient l'avertissement de l'armée lors d'une grève massive. L'armée appliqua dès lors la doctrine de tirer pour tuer. Des milliers de manifestants furent tués. La junte vacille. La poigne du Tatmadaw sur la société birmane est de plus en plus mal vécue. Pour faire plier la population qui refusa un temps de payer les impôts pour vider les caisses de l'État, la junte réprima violemment les manifestations et coupa l'accès à Internet à plusieurs reprises. À présent, la communauté internationale condamne le Tatmadaw. Les États-Unis et l'Union européenne ont imposé des sanctions économiques à la junte. La Chine reste silencieuse, consciente de la vulnérabilité de ses pipelines birmanes. Seule la junte militaire thaïlandaise a manifesté son soutien inconditionnel au régime birman. En même temps, le gaz birman constitue la source principale d'énergie pour l'économie thaïlandaise. En parallèle, la communauté internationale reconnaît un gouvernement en exil fondé par la résistance, le NUG, le gouvernement d'unité nationale. Ses dirigeants ont appelé la population à prendre les armes et à se soulever contre le régime. Et c'est ainsi que naquirent les forces de défense populaires, les PDF. Aujourd'hui, les soulèvements dans les provinces rebelles sont de plus en plus récurrents, poussant l'armée à bombarder certaines de ces provinces. Parmi elles, les guérillas Kachin, Karen, Karenni et Chin sont les mieux préparées et les plus actives. Elles se disent solidaires du NUG sans toutefois s'y soumettre. Simultanément, les mouvements de résistance, de sabotage et de désobéissance civile prennent de l'ampleur. L'armée est acculée et ses exactions prouvent qu'elle vacille. Des milliers de soldats, dont plusieurs commandants, ont fait défection depuis le coup d'État. Début juin, l'armée a même annoncé l'exécution imminente d'opposants politiques. 110 d'entre eux sont condamnés à mort, une peine qui n'avait pas été appliquée depuis 88. Dans le même temps, et presque à contre-courant, la junte a promis l'amnistie aux combattants des PDF qui déposeraient les armes. Son président, Min Aung Hlaing, avait prévu d'organiser des élections en 2023 pour asseoir la légitimité de son gouvernement non reconnu par la communauté internationale. L'économie birmane est à genoux. Des entreprises étrangères présentes dans le secteur des télécoms, de l'hôtellerie, de l'énergie et du textile ont quitté le marché birman, pourtant très rentable. EDF, Accor, H&M, Toyota, Suzuki, même les géants pétroliers Total et Chevron ont annoncé la fin de leurs opérations birmanes. Birmanie, sauf qui peut général, un an après le coup d'État. Le kyat, la monnaie locale, s'est effondré à 50% de sa valeur d'origine. Une chute contenue par la raréfaction des espèces sur le marché noir, kyat comme dollar. Avec plus de 9 birmans sur 10 qui condamnent la junte, il est légitime de s'interroger sur le maintien du Tatmadaw au pouvoir. Encore une fois, seul le temps nous permettra de deviner l'issue du conflit. Il s'agit surtout de garder un œil sur le pays. Birmanie, les crimes contre l'humanité de la junte éclipsés par la guerre en Ukraine. La junte pourrait avoir à rendre des comptes un jour. La Cour pénale internationale a déclenché une enquête sur les crimes de guerre du Tatmadaw à l'encontre des Rohingyas. Et vous alors, qu'en dites-vous? La communauté internationale devrait-elle accepter de dialoguer avec la junte militaire? Doit-elle au contraire appuyer la rébellion interne et maintenir son soutien au NUG? Dites-nous ce que vous en avez pensé, faites tourner cette vidéo si elle vous a plu et à très vite pour un nouveau sujet d'actu géopo. Toi,